Salut à tous et bienvenue. Vous êtes prêts à plonger dans un moment de détente et de sérénité? Je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher toutes vos tensions et à laisser votre esprit voyager à travers une histoire douce et apaisante. Ensemble, prenons ce temps pour ralentir, rêver et se reconnecter avec notre imagination. Préparez-vous à une belle évasion. La grande maison de campagne, d'un style victorien frappant, se dressait fièrement au sommet d'une colline entourée de vastes champs verdoyants. Le soleil du matin éclairait les hautes fenêtres, faisant étinceler les vitraux colorés qui représentaient des scènes mythologiques. Les cheminées, s'élevant comme des tours de guet, fumaient légèrement dans l'air frais de l'aube. À première vue, ce domaine semblait paisible, un véritable havre de tranquillité. Mais dès qu'on passait les grandes grilles en fer forgé, on sentait une tension presque palpable dans l'air. Le millionnaire Arthur Belmont n'avait pas été vu depuis 4 jours. Ses employés, inquiets, avaient commencé à murmurer des rumeurs. Certains disaient qu'il était parti en voyage d'affaires, d'autres chuchotaient qu'il avait été victime d'un complot. Sa voiture de luxe, une Rolls-Royce noire, étincelante, était toujours garée dans l'allée et aucun des domestiques n'avait remarqué de bagages manquants. Il était rare, voire impensable, qu'Arthur Belmont quitte son domaine sans prévenir et encore moins sans son chauffeur ni son fidèle majordome, Alfred. Dans le grand hall d'entrée, où un lustre en cristal de bohème suspendu au plafond lançait des éclats d'arc-en-ciel sur les murs, Alfred se tenait droit comme un nid, le visage fermé. Depuis des décennies, il veillait sur les affaires de la maison avec un professionnalisme irréprochable. Mais cette disparition le troublait profondément. Il avait toujours su où se trouvait son maître, quelles étaient ses habitudes, ses destinations. Or, depuis ce fameux dîner 4 jours auparavant, Arthur n'avait plus donné signe de vie. Alfred se remémorait cette soirée en détail. Arthur avait accueilli 2 invités dans le grand salon. L'un était Richard Duval, un investisseur français connu pour ses affaires douteuses, et l'autre était Elena Moreno, une brillante historienne spécialisée dans les artefacts rares. La conversation s'était poursuivie jusqu'à tard dans la nuit, et Alfred avait servi du vin rouge millésimé tandis qu'il discutait avec animation autour du grand feu de cheminée. Il se souvenait particulièrement du moment où Arthur avait demandé à voir une étrange pièce qu'il conservait dans son bureau, une montre de poche ornée de gravures complexes qu'il avait acquise lors d'un voyage en Europe de l'Est. Cette montre, disait-il souvent, est bien plus qu'un simple objet. Elle renferme une histoire, un secret que je n'ai pas encore percé. Mais ce soir-là, quelque chose dans l'attitude de ses invités avait semblé différent. Richard, habituellement jovial et détendu, était nerveux, et Elena, généralement si bavarde, était restée silencieuse, scrutant la montre avec un regard intense. Lorsque la soirée s'était terminée, Alfred avait raccompagné les invités à la porte. Arthur, quant à lui, s'était retiré dans son bureau en emportant la montre. Le lendemain matin, il n'était pas descendu prendre son petit déjeuner comme d'habitude. Alfred avait supposé qu'il travaillait tard et qu'il préférait rester au calme. Mais les jours avaient repassé et Arthur n'était jamais réapparu. Dans l'ombre des couloirs tapissés de portraits de famille, Alfred avait commencé à chercher des indices. Il avait fouillé le bureau, vérifié les chambres, interrogé discrètement les autres domestiques. Rien. La montre avait disparu, tout comme Arthur. Seule une chaise renversée et un verre vide sur le bureau témoignaient de sa présence cette nuit-là. Aucune trace de lutte, aucun appel à l'aide, aucune lettre laissée derrière. La police avait été informée, mais même les enquêteurs semblaient perplexes. La maison était devenue étrangement silencieuse. Les domestiques marchaient sur la pointe des pieds. Les portes restaient entr'ouvertes comme si chacun s'attendait à ce qu'Arthur franchisse à tout moment le seuil, souriant et prêt à reprendre ses affaires comme si de rien n'était. Mais les jours s'écoulaient et le mystère ne faisait que s'épaissir. Les regards se tournaient de plus en plus vers Richard et Elena, les 2 dernières personnes à l'avoir vu.
Qui était-il vraiment? Que savait-il de cette montre si spéciale? Et pourquoi Arthur aurait-il disparu juste après leur départ? Alfred, qui n'avait jamais douté de sa propre loyauté envers son maître, se sentait désormais envahi par une sensation inhabituelle, le doute. Et si quelqu'un au sein de la maison était impliqué? Et si la disparition d'Arthur Belmont était bien plus qu'un simple mystère, mais le premier acte d'une histoire plus sombre, pleine de secrets et de trahisons? La deuxième journée après la disparition d'Arthur Belmont fut marquée par une agitation inhabituelle au domaine. Des voitures de police arrivèrent tôt le matin, leurs gyrophares projetant des éclats de lumière sur les murs de la grande demeure. Des officiers en uniforme, accompagnés d'enquêteurs en civil, traversèrent l'allée bordée de haies parfaitement taillées. Alfred, toujours impeccable dans son costume noir, les accueillit avec un mélange de courtoisie et d'inquiétude. Le capitaine Marchand, un homme au visage buriné et aux cheveux grisonnants, dirigeait l'opération. Il se présenta calmement, serrant la main d'Alfred avant de sortir un carnet de notes. « Majordome Alfred, c'est bien cela? Nous allons poser quelques questions aux membres du personnel et examiner les lieux. Si vous avez des informations, même les plus insignifiantes, cela pourrait nous aider. »« Bien entendu, » répondit Alfred d'un ton grave. Je ferai tout mon possible pour retrouver Monsieur Belmont. Le personnel fut rassemblé dans la grande salle à manger, sous le regard attentif des policiers. Les domestiques, bien que habitués à suivre les ordres, paraissaient nerveux. Certains échangeaient des regards furtifs, d'autres fixaient le sol comme s'ils craignaient d'être interrogés. Marchand s'adressa au groupe. « Nous savons qu'Arthur Belmont a été vu pour la dernière fois ici, chez lui, il y a 2 jours. Si l'un d'entre vous a remarqué un comportement inhabituel, des visiteurs suspects ou tout détail étrange, c'est le moment de le dire. » Un silence pesant s'installa. Finalement, une jeune femme brisa le silence. Anna, la cuisinière, avança timidement. Je n'ai rien vu directement, mais j'ai entendu des éclats de voix dans son bureau le soir de sa disparition. Ce n'était pas Monsieur Belmont qui parlait, mais je ne suis pas sûr. » Marchand se tourna vers Alfred. « Avez-vous entendu quelque chose cette nuit-là, Alfred ?» Le majordome, droit comme un i, secoua la tête. « Je n'ai entendu que le bruit de la porte lorsque Monsieur Duval et Madame Moreno sont partis. J'ai vérifié que tout était en ordre avant de me retirer. »« Et ces invités? Que savez-vous ?»« D'eux ?» demanda Marchand. Alfred se racla légèrement la gorge avant de répondre. Monsieur Duval est un homme d'affaires avec qui Monsieur Belmont entretenait des relations professionnelles depuis quelques années. Il est connu pour ses investissements audacieux, bien que certains disent qu'il frôle parfois les limites de la légalité. Madame Moreno, quant à elle, est une historienne renommée. Elle a travaillé avec Monsieur Belmont sur plusieurs projets liés à des artefacts rares. C'était une amie proche, du moins en apparence. Marchand prit des notes avec soin, puis ordonna à ses hommes de commencer les recherches. Ils fouillèrent méthodiquement chaque pièce, ouvrant les armoires, inspectant les tiroirs et photographiant tout ce qui semblait inhabituel. Dans le bureau d'Arthur, le capitaine Marchand s'arrêta longuement devant le bureau massif. « Cette montre, elle était posée ici, vous dites ?» demanda-t-il à Alfred. « Oui, » répondit Alfred. Monsieur Belmont l'avait sortie pour la montrer à ses invités. C'était la dernière fois que je l'ai vue. Une montre ancienne, avec des gravures complexes et peut-être un mécanisme caché, marmonna Marchand en prenant des notes, et personne ne l'a revue depuis. Pendant ce temps, Émilie, l'une des femmes de chambre, fit une découverte inattendue dans une pièce adjacente. Sous un tapis, elle trouva une petite clé en argent, ornée d'un symbole qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle la remit immédiatement à Marchand. « Une clé » murmura-t-il en l'examinant. « Peut-être qu'elle correspond à un coffre ou à un compartiment secret. Où exactement avez-vous trouvé cela ?» Émilie montra l'endroit exact, mais même après une fouille approfondie, aucun coffre ne fut trouvé.
Marchand soupira, visiblement frustré. Une clé sans serrure, une montre disparue et un millionnaire qui s'évapore dans la nature. Ce n'est pas un simple cas de disparition, conclut-il en rangeant la clé dans une pochette en plastique. Nous avons affaire à quelque chose de bien plus complexe. Pendant toute cette agitation, Alfred restait stoïque, observant chaque mouvement des enquêteurs. Mais à l'intérieur, il ne pouvait s'empêcher de se poser 1000 questions. Qui était derrière tout cela? Pourquoi M. Belmont, qui avait toujours été prudent et méthodique, aurait-il disparu de cette manière? Et surtout, quel rôle jouait cette montre et cette mystérieuse clé dans l'histoire? Le jour se termina sans réponse claire. Les policiers quittèrent la maison, promettant de revenir avec des experts pour poursuivre les investigations. Alfred regarda les voitures s'éloigner dans l'allée, puis retourna à l'intérieur. La maison, autrefois animée et chaleureuse, semblait désormais froide et vide. Il alluma les lumières dans le grand hall et s'assit un moment sur une chaise, fixant le lustre en cristal. Il savait que les jours à venir seraient encore plus troublants. Au 3e jour, l'affaire Belmont commença à attirer l'attention des médias. Des journalistes, des photographes et des équipes de télévision se massèrent devant les grilles du domaine, espérant capter le moindre indice. La presse, avide de sensations, n'hésitait pas à spéculer. Certains journaux évoquaient un enlèvement, d'autres une fuite volontaire pour échapper à des scandales financiers. Mais la vérité, tout comme Arthur Belmont lui-même, demeurait insaisissable. À l'intérieur, Alfred observait le manège des reporters depuis une fenêtre du grand salon. Son visage restait impassible, mais en lui bouillonnait une frustration qu'il ne pouvait exprimer. Comment ces étrangers, armés de caméras et de micros, pouvaient-ils espérer comprendre ce qui se passait alors que lui, qui avait servi Belmont pendant des décennies, n'avait toujours aucune réponse? L'arrivée des journalistes avait provoqué un remue-ménage parmi le personnel. Les domestiques, d'ordinaire discrets, chuchotaient désormais dans les couloirs, échangeant des théories et des rumeurs. Anna, la cuisinière, se souvint soudainement d'un appel téléphonique qu'elle avait entendu par hasard 2 jours avant la disparition. C'était tard dans la soirée, après le départ des invités. Arthur Belmont était au téléphone dans son bureau. Elle n'avait pas entendu toute la conversation, mais certains mots étaient restés gravés dans sa mémoire. Plus de temps en sécurité, et surtout, ce soir. Elle en parla à Alfred qui lui demanda de garder cette information pour elle. « Ce n'est peut-être rien », lui dit-il d'un ton ferme. Mais au fond de lui, il savait que cela pouvait être une pièce essentielle du puzzle. Pendant ce temps, le capitaine Marchand et son équipe revenaient sur les lieux. Ils apportaient cette fois des équipements plus sophistiqués, des détecteurs, des scanners portables et même un chien renifleur spécialisé. Leur objectif était clair, trouver des traces d'Arthur Belmont, que ce soit des empreintes, des fibres de vêtements ou même une odeur récente. La recherche méthodique et minutieuse révéla une anomalie. Dans le jardin à l'arrière de la maison, près d'un vieux puits décoratif, le chien marqua un arrêt. Il renifla intensément autour du puits, aboyant doucement pour signaler une découverte. Les enquêteurs s'approchèrent avec prudence. Le puits, bien que couvert par une grille en fer forgé, semblait intact. Cependant, en soulevant la grille, ils découvrirent des marques récentes sur le rebord, comme si quelqu'un avait déplacé ou heurté la structure récemment. « Qu'est-ce qu'on a là ?» murmura Marchand en allumant une lampe torche pour éclairer l'intérieur du puits. Ce qu'il vit l'étonna. Une corde usée pendait à l'intérieur, et au fond, dans l'eau stagnante, brillait un objet métallique. Avec précaution, un des enquêteurs descendit un crochet pour récupérer l'objet. Quand il le remonta, tout le monde retint son souffle. C'était une vieille montre de poche, ornée de gravures complexes, exactement comme celle que Belmont avait montrée à ses invités. « C'est celle-là », dit Alfred, qui s'était approché pour observer. « C'est la montre de M. Belmont. » Marchand prit l'objet avec des gants et l'examina de près.
Une montre précieuse laissée ici, ça n'a aucun sens. Pourquoi aurait-il jeté un objet aussi important dans un puits? Alfred n'avait pas de réponse, et cette découverte ne faisait qu'ajouter une couche de mystère. Si la montre était là, cela signifiait qu'Arthur Belmont s'était rendu dans ce jardin la nuit de sa disparition. Mais pourquoi? Et qu'était-il arrivé après? Le reste de la journée fut consacré à fouiller chaque centimètre carré du jardin. On examina les arbustes, on creusa légèrement autour du puits et on tenta de remonter la piste laissée par la montre. Mais une fois de plus, aucune trace tangible de Belmont n'émergea. En fin de journée, Marchand convoqua Alfred dans le grand salon. « Écoutez, Alfred, commença-t-il, il y a quelque chose qui ne colle pas. Cette montre n'a pas pu arriver. Là, par hasard. Vous dites que M. Belmont ne sortait jamais sans prévenir. Pourtant, il a manifestement quitté la maison cette nuit-là. Peut-être qu'il est revenu ensuite, ou peut-être qu'il est allé ailleurs. Mais tout porte à croire qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Alors je vous repose la question. Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'inhabituel ces derniers jours avant sa disparition? Une nouvelle livraison, un appel téléphonique inhabituel, un visiteur non annoncé? Alfred resta silencieux un instant. Il pensa à l'appel dont Anna lui avait parlé, mais il choisit de ne pas le mentionner, du moins pas encore. Ce détail pouvait s'avérer crucial, mais il voulait d'abord confirmer son importance. Il secoua donc la tête. « Je suis désolé, capitaine. Rien d'autre ne me vient à l'esprit pour l'instant. » Marchand plissa les yeux, méfiant, mais ne poussa pas plus loin. Il fit un signe à ses hommes et ils rassemblèrent leur matériel avant de quitter la maison pour la nuit. La tension dans l'air restait palpable. À mesure que les jours passaient, le mystère de la disparition de Belmont ne faisait que s'épaissir. Alfred, seul dans le grand salon après le départ des policiers, sentit le poids de la situation peser sur ses épaules. Les questions s'accumulaient, et les réponses semblaient de plus en plus insaisissables. Mais une chose était certaine, quelqu'un, quelque part, savait ce qui s'était passé cette nuit-là. Et Alfred, fidèle jusqu'au bout, était déterminé à le découvrir. À mesure que les jours passaient, la disparition d'Arthur Belmont prenait une tournure de plus en plus étrange. Alors que l'équipe de Marchand poursuivait ses recherches dans le domaine, certains membres du personnel commençaient à remarquer des détails inhabituels. Anna, la cuisinière, se souvenait d'avoir vu un reflet étrange dans la vitre de la cuisine, une nuit. Émilie, la femme de chambre, remarqua que des objets dans la chambre principale semblaient avoir été déplacés légèrement, comme si quelqu'un les avait manipulés sans en parler. Le jardin, autrefois paisible, semblait à présent renfermer ses propres secrets. Les enquêteurs de Marchand passèrent au peigne fin les haies et les bosquets, découvrant ça et là des indices troublants. Un mouchoir en soie brodé aux initiales d'Arthur Belmont fut trouvé près de l'entrée d'une petite serre, ainsi qu'un stylo plume qu'il utilisait souvent pour signer des documents importants. Ces objets laissés derrière ne ressemblaient pas à des preuves de lutte, mais plutôt à des fragments d'un cheminement soigneusement dissimulé. Marchand, frustré par l'absence de progrès, commença à interroger plus durement le personnel. Il convoqua Alfred dans le bureau de Belmont pour une entrevue privée. « Vous êtes le plus proche collaborateur de Belmont, Alfred. Vous devez savoir quelque chose, même un détail, qui pourrait nous mettre sur la piste. » « Je vous ai dit tout ce que je savais, capitaine, » répondit Alfred d'un ton mesuré. « Monsieur Belmont n'a jamais été imprudent. S'il est parti, c'est qu'il avait une raison précise, mais je ne connais pas cette raison. » Marchand fixa Alfred un long moment avant de hocher la tête. « Très bien, mais si vous vous souvenez de quelque chose, vous m'appelez immédiatement, alors que... » La pression augmentait. Alfred se sentit plus isolé que jamais. Il passait ses soirées à relire les notes d'Arthur, à chercher des indices dans ses lettres et ses journaux. Une nuit, en fouillant dans un tiroir secret du bureau, il tomba sur une lettre scellée. L'enveloppe était ancienne, mais le sceau de cire rouge portait les initiales d'Arthur Belmont. Avec une main tremblante, il ouvrit la lettre et lut « À celui qui trouve cette lettre,
Si jamais je ne reviens pas, sachez que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour protéger ce qui m'est cher. Le secret du pont effondré n'est pas un simple mythe, il renferme un pouvoir que peu comprennent. Si vous lisez ceci, il est possible que j'ai échoué. Mais rappelez-vous, la vérité ne doit jamais tomber entre de mauvaises mains. Alfred sentit un frisson parcourir son échine. Le pont effondré était une vieille légende locale, une histoire que tout le monde connaissait, mais que personne ne prenait au sérieux. Pourtant, dans cette lettre, Arthur semblait confirmer son importance. Le majordome savait qu'il devait agir. Il rangea la lettre en lieu sûr et se prépara à explorer lui-même les alentours du pont. Mais avant de partir, il sentit un poing dans sa poche, la petite clé en argent trouvée par Émilie. Peut-être qu'elle ouvrait quelque chose près du pont. Peut-être qu'elle était la clé du mystère. Le matin suivant, Alfred se rendit discrètement sur les lieux du pont, écroulé. Les ruines étaient recouvertes de mousse, et les pierres, noircies par le temps, témoignaient de leur ancienneté. Il examina les environs et remarqua une vieille porte en fer forgé, à moitié enfouie sous la végétation. Elle semblait conduire à une crypte ou une cave ancienne. Avec précaution, il inséra la clé et la tourna. Un déclic résonna, suivi d'un grincement alors que la porte s'ouvrait lentement. L'intérieur était sombre, mais Alfred alluma une petite lampe de poche qu'il avait emportée. Les murs étaient recouverts de gravures anciennes, représentant des figures humaines en train de manipuler des artefacts brillants. Un symbole récurrent attira son attention. Un cercle entouré de rayons, semblable à une montre stylisée. Au centre de la pièce, sur un piédestal en pierre, reposait un petit coffre. Alfred s'approcha, son cœur battant à tout rompre. Il ouvrit le coffre et trouva rien. Seulement un morceau de papier plié. Il le déplia avec précaution et lut les mots écrits à l'encre noire. « Vous êtes plus proche que vous, ne le croyez. Continuez, suivez la lumière. » Alfred recula, troublé. Quelqu'un savait qu'il viendrait ici. Mais qui? Et pourquoi laisser un tel message? Il éteignit sa lampe, rangea la note dans sa poche et referma le coffre. Puis il quitta la crypte, le sentiment d'être surveillé ne le quittant pas une seconde. De retour au domaine, Alfred savait qu'il ne pouvait pas partager cette découverte immédiatement. Si Arthur avait laissé ses indices pour lui, cela signifiait qu'il devait comprendre seul le message. Une vérité plus grande se cachait derrière cette disparition, une vérité qui semblait liée à une ancienne légende et à un mystère non résolu. Et Alfred était bien décidé à aller jusqu'au bout, peu importe où cela le mènerait. De retour au domaine, Alfred s'installa dans le grand salon, seul avec ses pensées. La pièce, jadis si vivante, paraissait maintenant figée dans le temps. Les rideaux en velours rouge tamisaient la lumière du soleil couchant, et le crépitement de la cheminée était le seul son qui brisait le silence pesant. Dans ce calme presque irréel, Alfred relut une nouvelle fois la note trouvée dans la crypte. Ces mots énigmatiques résonnaient dans son esprit. « Vous êtes plus proche que vous ne le croyez. Continuez, suivez la lumière. » Le majordome, pragmatique de nature, ne croyait guère aux énigmes ou aux symboles mystiques. Mais il ne pouvait nier que ces mots semblaient avoir été laissés spécifiquement pour lui. Arthur Belmont, toujours méthodique et précis, n'aurait pas laissé de message au hasard. Cela devait être un guide, une instruction voilée. Alfred retourna la note entre ses doigts, cherchant un détail qu'il aurait pu manquer. Aucune marque, aucun autre symbole n'était visible. Pourtant, cette phrase le hantait. Plus il y réfléchissait, plus il se souvenait d'un détail particulier. Dans le grand hall, au-dessus de l'escalier principal, se trouvait un imposant vitrail représentant un soleil entouré de rayons lumineux. Arthur avait souvent mentionné que ce vitrail avait été installé par son grand-père, un homme passionné par les légendes locales et les histoires anciennes.
Alfred se rappela alors une vieille anecdote. Le grand-père Belmont affirmait que le vitrail contenait un secret, un indice sur un trésor perdu ou une vérité cachée. Personne ne l'avait jamais pris au sérieux, mais à cet instant, cette légende paraissait soudainement plausible. Alfred se leva, laissant la note sur la table basse, et monta les marches de l'escalier en colimaçon menant au vitrail. En approchant, il remarqua des détails qu'il n'avait jamais vraiment observés auparavant. Les rayons du soleil étaient entrelacés de petits motifs gravés dans le verre, des cercles, des lignes, et même des formes qui rappelaient vaguement des horloges. Plus étrange encore, lorsque le soleil couchant perça les rideaux du hall, la lumière passa à travers le vitrail et projeta des motifs lumineux sur le sol en marbre. Alfred, les mains jointes derrière le dos, observa attentivement ces motifs. Ils semblaient pointer vers un endroit précis dans le hall. Il descendit lentement les escaliers, suivant les rayons lumineux comme s'ils formaient un chemin. Au bout du hall, près de l'ancienne horloge grand-père en acajou, les motifs s'arrêtaient. Alfred fronça les sourcils. Cette horloge était une pièce maîtresse du domaine, mais elle ne fonctionnait plus depuis des années. Arthur avait toujours dit qu'elle n'était pas qu'un simple mécanisme de mesure du temps. Elle représentait le passage, la continuité, et quelque chose de plus profond qu'il ne pouvait expliquer. Alfred ouvrit doucement la porte vitrée de l'horloge et examina les rouages immobiles. À première vue, rien ne semblait étrange. Mais alors qu'il passait ses doigts sur le cadre intérieur, il sentit une petite aspérité, un petit compartiment secret dissimulé dans le bois sculpté. Il appuya dessus, et un panneau coulissa lentement, dévoilant un compartiment caché. À l'intérieur, il trouva un rouleau de parchemin ancien, attaché avec un ruban de soie pourpre. Le cœur battant, Alfred défit le ruban et déroula le parchemin. L'écriture était élégante mais ancienne, un mélange d'anglais archaïque et de symboles alchimiques. Il parvint à déchiffrer les premières lignes. À celui qui cherche, le passage est gardé par le temps lui-même. Quand le 8e rayon de lumière atteint le sud, le chemin s'ouvrira. Alfred sentit un frisson le parcourir. Le texte semblait faire allusion à une condition spécifique, une heure précise où quelque chose se produirait. Mais de quoi s'agissait-il exactement? Et où ce chemin conduirait-il? Le majordome n'en avait aucune idée, mais il savait que ce parchemin était une nouvelle pièce du puzzle, une clé pour comprendre la disparition de son maître. Il rangea soigneusement le parchemin et referma l'horloge. Puis, il retourna dans le grand salon pour étudier les symboles à la lumière du feu. À mesure qu'il tentait de reconstituer le sens de ces mots, il se rendit compte qu'il avait franchi une étape importante. Ce n'était pas simplement une enquête sur une disparition. C'était un voyage dans les secrets d'une famille, dans des légendes qui semblaient plus réelles qu'il ne l'aurait jamais cru. Alfred savait qu'il devait poursuivre. Belmont avait toujours cru en lui, en sa loyauté et son intelligence. S'il avait laissé ces indices, c'était parce qu'il savait qu'Alfred les trouverait. Désormais, il ne pouvait plus reculer. La route qu'il empruntait était sombre et incertaine, mais c'était la seule qui menait à la vérité. La nuit enveloppait désormais le domaine dans un calme relatif, interrompu par le ululement lointain d'un hibou et le doux froissement des branches sous une brise légère. Alfred, assis à son bureau dans les quartiers des domestiques, examinait minutieusement le parchemin qu'il avait découvert plus tôt dans l'horloge. La lueur chaude d'une lampe à huile dansait sur les mots anciens, tandis que sa main traçait lentement les courbes des symboles inscrits sur le papier. Ces symboles, un mélange d'inscriptions anciennes et de figures évoquant des astres, semblaient indiquer une sorte de rituel ou de conjonction. Le majordome se rappela les paroles du capitaine Marchand, qui avait mentionné la nécessité de partager tout nouvel élément. Mais quelque chose, une intuition profonde, incitait Alfred à garder cette découverte pour lui. Belmont lui avait confié des secrets au fil des ans, des projets confidentiels et des recherches personnelles.
Si ce parchemin contenait un message destiné à être trouvé uniquement par Alfred, il avait l'impression que révéler son contenu trop tôt risquait de mettre en péril quelque chose d'encore plus grand. Alfred examina à nouveau les phrases qu'il avait pu déchiffrer. Quand le 8e rayon de lumière atteint le sud, le chemin s'ouvrira. Une horloge ancienne et désactivée, un vitrail filtrant les rayons du soleil couchant et une énigme temporelle. Tout cela semblait converger vers un moment précis de la journée. Mais lequel? Alfred consulta une vieille montre de poche qu'il gardait toujours dans son gilet. Il était déjà près de minuit. Si les rayons mentionnés dans le parchemin faisaient référence à la lumière du matin ou du soir, il fallait attendre l'aube ou le crépuscule. Pourtant, il avait l'intuition que ce n'était pas aussi simple. Arthur Belmont avait toujours eu une fascination pour les cycles de la lune et du soleil, mais aussi pour certains événements célestes rares. Alfred se souvint d'un calendrier astronomique que Belmont consultait souvent dans sa bibliothèque personnelle. Cet ouvrage, orné de gravures complexes représentant des constellations et des éclipses, pourrait contenir une réponse. Se dirigeant vers la bibliothèque située dans l'aile est de la maison, Alfred traversa des couloirs plongés dans l'obscurité. Ses pas résonnaient sur le parquet ciré et il s'efforça de ne pas réveiller les autres domestiques. Lorsqu'il atteignit la bibliothèque, il prit une grande inspiration avant d'ouvrir les portes de chêne massif. L'odeur familière du cuir et des livres anciens l'accueillit. Il trouva rapidement l'ouvrage qu'il cherchait, un gros volume relié de cuir brun avec des fermoirs en laiton. Il feuilleta le livre à la recherche des dates correspondant à la période actuelle. Les annotations de Belmont, écrites dans les marges, mentionnaient un phénomène particulier. Une conjonction de planètes qui se produisait une fois tous les 100 ans et qui devait se répéter dans les jours à venir. Belmont avait noté, lors de cette conjonction, le passage se révèle. Le temps et l'espace s'entrelacent. Ces mots semblaient faire écho à l'inscription sur le parchemin. Le 8e rayon de lumière pourrait désigner ce moment précis où la lumière céleste, amplifiée par l'alignement des planètes, atteindrait un angle spécifique au domaine. Alfred referma le livre et s'appuya contre la bibliothèque. Il n'était pas certain de comprendre pleinement ce que Belmont cherchait, mais il savait qu'il était sur la bonne voie. À cet instant, une pensée traversa son esprit. Et si Belmont n'avait pas disparu de manière forcée, mais qu'il avait volontairement suivi ce passage dont parlait le parchemin? Si cela était vrai, alors Alfred devait le retrouver là où il était allé. Le majordome passa le reste de la nuit à rassembler des notes, à étudier les cartes anciennes du domaine et à préparer son exploration. Il savait que le temps pressait. S'il attendait trop longtemps, le phénomène céleste pourrait passer, et avec lui la chance de retrouver Belmont. À l'aube, il se tenait prêt, déterminé à découvrir enfin la vérité sur ce qui s'était réellement passé. Aux premières lueurs du jour, Alfred se prépara pour son expédition. La maison était encore plongée dans un silence endormi, et il en profita pour rassembler quelques affaires essentielles. Une lampe à huile, un carnet de notes, un crayon et une petite flasque d'eau. Son regard se posa sur l'ancien bureau d'Arthur Belmont, désormais désert. Il s'avança vers celui-ci, posa une main sur le bois poli et murmura « Je ne vous laisserai pas tomber, monsieur ». Alfred sortit par une porte de service située à l'arrière du domaine, évitant ainsi les regards indiscrets. Le soleil venait à peine de se lever, projetant des ombres allongées sur les jardins et les haies soigneusement taillées. L'air frais de l'aube avait une odeur de terre humide et de rosée. Marchant d'un pas assuré, Alfred traversa le domaine jusqu'au vieux sentier qui menait au pont effondré. Ce pont, bien qu'en ruine, avait une histoire qui fascinait la région depuis des décennies. Jadis, il reliait deux petites collines surplombant une rivière. Aujourd'hui, seules quelques arches de pierre et des piliers brisés subsistaient, émergeant comme des dents cassées au milieu d'un paysage autrement paisible. Mais Alfred savait que ce lieu était bien plus qu'une curiosité pittoresque.
Selon les notes de Belmont et les anciens récits locaux, le pont marquait l'emplacement d'un passage, une jonction entre deux mondes ou deux états d'existence. Alors qu'il atteignait les premières ruines, Alfred s'arrêta un moment pour observer. Il était seul. Pas un oiseau ne chantait, pas un souffle de vent ne perturbait le calme. Il ouvrit le carnet où il avait griffonné ses hypothèses la veille et examina le parchemin qu'il avait trouvé. Quand le 8e rayon de lumière atteint le sud, le chemin s'ouvrira. Il tourna son visage vers le ciel, calculant l'angle du soleil. Les gravures sur le parchemin et les annotations du calendrier astronomique semblaient indiquer un moment précis, mais pas encore tout à fait là. En attendant que les rayons du soleil atteignent l'angle exact, Alfred commença à explorer les environs. Il parcourut lentement les arches restantes, examinant chaque pierre avec attention. Certaines étaient couvertes de mousse, mais d'autres portaient encore des inscriptions. Il trouva une série de symboles qui rappelaient ceux vus dans la bibliothèque. Des cercles concentriques, des lignes ondulées et des marques évoquant des cycles. Il nota tout dans son carnet, persuadé que ces détails étaient la clé pour comprendre le passage. Finalement, le moment arriva. Le soleil s'éleva dans le ciel et ses rayons franchirent l'arche la plus intacte. Alfred, tenant le parchemin à la main, observa l'effet lumineux qui s'ensuivit. Les rayons passèrent à travers une ouverture dans la pierre, projetant un motif complexe sur le sol herbeux. Ce motif, une combinaison d'ombres et de lumière, formait une sorte de carte. Alfred se précipita pour la suivre. Les motifs le conduisirent à une partie du pont qu'il n'avait jamais vraiment explorée auparavant. Une ancienne fondation presque entièrement cachée par des ronces. Il sortit un petit sécateur de sa poche et coupa méthodiquement les branches, dévoilant une ouverture en pierre. L'entrée était étroite, mais suffisante pour qu'un homme puisse s'y glisser. La gravure sur le linteau de l'entrée correspondait exactement au symbole du parchemin. Il ne faisait aucun doute qu'il était au bon endroit. Alfred alluma sa lampe à huile et, avec une certaine appréhension, pénétra dans l'ouverture. Un escalier en pierre descendait dans l'obscurité. L'air était frais, presque froid, et portait une odeur de terre ancienne et de pierre humide. Chaque pas résonnait faiblement, amplifiant l'écho dans l'espace confiné. Le majordome descendit lentement, en prenant soin de noter chaque détail dans son carnet. Les murs étaient couverts de gravures et certaines semblaient représenter des scènes historiques, peut-être même des événements mythologiques. D'autres étaient purement géométriques, avec des cercles et des lignes qui se croisaient en motifs hypnotiques. Au bout de l'escalier, Alfred arriva dans une salle plus grande. Le plafond était voûté et au centre de la pièce se trouvait un piédestal de pierre. Sur ce piédestal reposait une sphère en cristal qui semblait émettre une faible lumière bleutée. Autour du piédestal, des gravures dans le sol formaient un cercle complexe. Alfred n'avait jamais rien vu de tel. La lumière de la sphère semblait presque vivante, changeant d'intensité comme si elle réagissait à sa présence. Le majordome s'approcha prudemment, ses pas résonnant sur le sol en pierre. Il tendit la main vers la sphère, mais hésita. Les inscriptions autour d'elle ne laissaient pas de doute. Cet artefact était la clé du passage. Pourtant, Alfred savait que ce n'était pas aussi simple. Toucher cet objet sans comprendre son fonctionnement pourrait être dangereux. Il se contenta donc de l'observer, de prendre des notes et de réfléchir. Après quelques minutes, il remarqua quelque chose d'étrange. Le sol sous le piédestal semblait vibrer légèrement, comme un pouls lointain. Cela lui rappela les mots du parchemin. Le passage est gardé par le temps lui-même. Peut-être que cette sphère n'était pas seulement un objet décoratif, mais une sorte de mécanisme ou de verrou. Alfred prit son carnet et esquissa rapidement une copie des inscriptions sur le sol. Il savait qu'il devrait revenir avec plus d'informations avant d'aller plus loin. En remontant lentement les escaliers, il se promit de consulter de nouveau les livres de Belmont et d'analyser les notes qu'il avait laissées. Le chemin vers la vérité était plus complexe qu'il ne l'avait imaginé, mais Alfred était plus déterminé que jamais.
Alfred passa la majeure partie de la soirée suivante à déchiffrer les notes qu'il avait prises dans la crypte sous le pont effondré. Les symboles, les cercles entrelacés et les gravures complexes semblaient former un code, une séquence, qui nécessitait une certaine compréhension de la mécanique du temps et des cycles astronomiques. Il était évident que Belmont, bien avant sa disparition, avait minutieusement préparé cette quête, laissant des indices soigneusement dissimulés dans des endroits que lui seul connaissait. Alors qu'Alfred examinait ses croquis et relisait les passages du parchemin trouvés dans l'horloge, une idée commença à émerger. Ces cercles gravés sur le sol autour de la sphère en cristal n'étaient pas simplement décoratifs. Ils formaient une sorte de cadran, une représentation stylisée du temps qui passait. Belmont avait souvent parlé du temps comme d'une force, quelque chose qui pouvait être canalisé, manipulé ou compris d'une manière que peu de gens pouvaient saisir. Le majordome savait qu'il devait retourner dans la crypte, mais cette fois, il ne s'agissait pas seulement de prendre des notes ou de découvrir de nouveaux indices. Il devait interagir avec cette sphère, comprendre son rôle exact et découvrir si elle pouvait révéler le passage que Belmont avait mentionné. Avant de partir, il emporta un petit jeu de miroir et une loupe de cristal qu'il avait trouvé dans la bibliothèque. Si cette sphère manipulait la lumière ou les rayons d'une manière quelconque, ces outils pourraient s'avérer utiles. Lorsqu'Alfred arriva à la crypte, le silence régnait à nouveau. La faible lumière bleutée de la sphère baignait la salle d'une lueur froide mais apaisante. Il s'approcha du piédestal, posa les miroirs autour des cercles gravés et utilisa la loupe pour observer de plus près les détails. En inclinant légèrement la loupe, il remarqua que les gravures semblaient s'animer sous l'effet de la lumière réfléchie. Les cercles gravés devenaient presque vivants, pulsant doucement à mesure que la lumière se concentrait sur eux. Encouragé par cette réaction, Alfred ajusta les miroirs pour diriger les rayons vers différents points du cercle. Chaque fois qu'un rayon touchait un certain symbole, la sphère semblait réagir, brillant plus intensément ou changeant légèrement de teinte. Après plusieurs tentatives, une séquence commença à émerger. Les gravures s'alignaient, formant une figure plus complexe, un motif rappelant une horloge ancienne, avec des chiffres romains et une série de cercles concentriques. Alfred prit une grande inspiration et observa la sphère. Elle semblait presque l'inviter à la toucher, comme si elle attendait qu'il termine la séquence. Les notes d'Arthur Belmont lui revinrent en mémoire. Le secret du pont effondré n'était pas simplement une légende. Il s'agissait d'un mécanisme caché, un passage vers quelque chose d'inconnu. Peut-être Belmont avait-il trouvé ce passage et choisi de disparaître volontairement pour protéger ce qu'il avait découvert. Alfred tendit lentement la main vers la sphère et posa sa paume dessus. Au contact, il sentit une chaleur inhabituelle. La lumière bleue devint plus vive, enveloppant toute la pièce. Les cercles gravés au sol se mirent à tourner doucement, comme si le temps lui-même s'ajustait. Puis, tout s'arrêta brusquement. La lumière s'éteignit, laissant Alfred dans une obscurité totale. Il resta immobile, son cœur battant à tout rompre. Puis, doucement, une autre lumière émergea. Pas celle de la sphère, mais un mince rayon qui semblait sortir d'un mur à l'opposé de la crypte. Ce rayon de lumière traçait un chemin à travers la pierre, dévoilant une porte cachée que personne n'aurait pu remarquer auparavant. Alfred se rapprocha, examinant la porte. Elle était ornée des mêmes symboles que ceux gravés au sol, mais cette fois, il formait une phrase en latin. Il murmura la traduction à voix basse. « À travers le temps et la lumière, la vérité se révèle. » Sa main toucha la porte, et elle s'ouvrit sans bruit. De l'autre côté, un long tunnel s'étendait devant lui. Les murs étaient lisses, presque polis, et la lumière semblait émaner de la roche elle-même. Alfred avança lentement, chaque pas résonnant légèrement dans cet espace étrangement calme. Il savait que chaque instant le rapprochait de la vérité. Mais il ne pouvait s'empêcher de se demander, Belmont avait-il emprunté ce chemin? Et si oui, qu'avait-il trouvé au bout?
La quête d'Alfred venait de franchir un nouveau seuil. La crypte sous le pont effondré n'était qu'un début. Le chemin qui s'ouvrait maintenant devant lui promettait des révélations qu'il n'aurait jamais imaginées. Le tunnel qui s'étendait devant Alfred semblait interminable. Ses parois de pierre, lisses et légèrement translucides, diffusaient une lueur douce et irréelle. Le majordome avançait prudemment, ses pas résonnant faiblement dans cet espace, silencieux. Chaque pas semblait l'éloigner du monde extérieur, l'immergeant un peu plus dans un mystère qui n'avait plus rien de terrestre. Plus il progressait, plus l'air autour de lui changeait. Une sensation étrange l'envahissait, comme si le temps lui-même perdait de sa consistance. Les secondes s'étiraient, les minutes se contractaient, et il ne pouvait plus estimer depuis combien de temps il marchait. Finalement, après ce qui lui sembla une éternité, le tunnel s'élargit pour déboucher sur une immense cavité. Cette salle souterraine était d'une grandeur et d'une magnificence à couper le souffle. Des piliers colossaux, finement sculptés, s'élevaient vers un plafond si haut qu'il disparaissait presque dans l'obscurité. Le sol était recouvert de mosaïques représentant des constellations et des scènes mythologiques. Au centre de la salle se trouvait une structure impressionnante, un anneau géant de métal et de pierre, gravé de runes et de glyphes lumineux. Cet anneau, suspendu légèrement au-dessus du sol, semblait tourner lentement sur lui-même, émettant un bourdonnement presque imperceptible. Alfred s'approcha, fasciné et effrayé à la fois. Ce qu'il voyait ne ressemblait à rien de ce qu'il aurait pu imaginer. L'anneau pulsait doucement, comme s'il était vivant. Les glyphes qui le recouvraient brillaient et changèrent de couleur à un rythme régulier, évoquant un mécanisme d'une complexité inimaginable. Mais ce qui attirait le plus son attention, c'était l'objet suspendu en son centre, un petit orbe de cristal, similaire à celui qu'il avait vu dans la crypte, mais bien plus intense. Cet orbe émettait une lumière dorée qui semblait contenir un flot d'étoiles en miniature, tourbillonnant et scintillant. Le majordome observa les alentours, cherchant des indices. Il remarqua des bas-reliefs sur les murs de la salle. Ces sculptures semblaient raconter une histoire, celle d'un peuple ancien qui avait découvert le pouvoir du temps et qui avait construit cet anneau comme un portail vers une autre réalité. Alfred passa ses doigts sur les gravures, lisant les inscriptions en latin. À ceux qui osent regarder au-delà des limites, le chemin s'ouvre, mais sachez que chaque choix a un prix. Un prix. Cette phrase résonna dans l'esprit d'Alfred. Était-ce la raison pour laquelle Belmont avait disparu? Avait-il franchi cette frontière, acceptant de payer ce mystérieux tribut pour atteindre quelque chose d'inaccessible à l'humanité ordinaire? Alfred recula légèrement, fixant l'anneau et l'orbe au centre. Il sentait qu'il était à l'orée d'une découverte majeure, mais il savait aussi que chaque pas en avant l'éloignait un peu plus du monde qu'il connaissait. Il prit une profonde inspiration et s'approcha de l'anneau. Le bourdonnement s'intensifia légèrement, comme si l'artefact répondait à sa présence. Les glyphes lumineux s'alignèrent soudain, formant une série de symboles qu'Alfred reconnaissait des notes de Belmont. Ces symboles représentaient une séquence qu'il avait mémorisée, une sorte de clé pour activer le mécanisme. Les mains tremblantes, il sortit son carnet et vérifia la séquence. Lorsqu'il toucha les glyphes correspondant sur l'anneau, une onde de lumière parcourut la salle. L'orbe au centre du cercle s'illumina encore davantage et Alfred sentit une vibration sous ses pieds. L'espace autour de lui sembla se plier et se déformer. Les mosaïques au sol commencèrent à s'animer, les constellations se mettant à briller et à bouger, comme si le plafond caverneux s'ouvrait sur un ciel étoilé vivant. Le bourdonnement devint un chant harmonieux, une sorte de mélodie céleste qui emplissait la salle d'une énergie indescriptible. Puis, tout s'arrêta. Un silence total s'installa, aussi soudain qu'impressionnant. Alfred restait immobile, scrutant l'anneau qui semblait attendre. Et là, devant lui, une ouverture se forma. Ce n'était pas une simple porte ou un passage physique, mais une sorte de fenêtre flottante, un portail translucide,
montrant un paysage totalement étranger. Il voyait des collines dorées sous un ciel mauve, des rivières scintillantes et des tours de cristal qui reflétaient des lumières qu'il n'avait jamais vues auparavant. Son cœur battait à tout rompre. Belmont avait-il traversé ce portail? Était-il de l'autre côté dans cet univers étrange et magnifique? Alfred savait qu'il se trouvait à un moment crucial. S'il passait cette frontière, rien ne garantissait qu'il pourrait revenir. Mais une chose était certaine, s'il restait là, il ne comprendrait jamais la vérité. Il ferma les yeux, prit une grande inspiration et s'avança lentement vers le passage, ses pensées tournées vers Belmont et la promesse qu'il s'était faite de découvrir la vérité. Alors qu'il franchissait le seuil, une sensation d'apesanteur l'envahit et tout ce qu'il connaissait sembla se dissoudre dans la lumière dorée. Quand Alfred ouvrit les yeux, il se retrouva dans un endroit qui semblait à la fois réel et irréel. Le paysage devant lui défiait toute logique. Un ciel couleur lavande s'étendait à perte de vue, parsemé de constellations mouvantes qui changeaient de forme et de position. Des collines couvertes d'herbe d'un vert éclatant s'étiraient à l'horizon. Et entre elles, des rivières brillantes coulaient doucement, réfléchissant une lumière dorée qui ne semblait pas provenir du soleil. Le majordome, abasourdi, fit quelques pas en avant. Le sol sous ses pieds était lisse et chaud, comme s'il avait été poli par des siècles de vent doux. À mesure qu'il avançait, des tours cristallines s'élevaient devant lui, leur surface miroitante reflétant un monde au-delà de ce qu'il voyait. Chaque tour semblait raconter une histoire, ses facettes scintillant de visions fugaces, des visages d'anciens sages, des scènes de bataille, des découvertes scientifiques et des événements que ni Alfred ni aucun autre humain n'aurait pu imaginer. Le temps ici ne s'écoulait pas comme dans le monde qu'il connaissait. Il avait l'impression d'avoir marché pendant des heures, mais en même temps, tout semblait se passer en un instant. Une paix étrange l'envahissait, mais aussi une certaine appréhension. Il savait qu'il devait trouver des indices sur ce qui était arrivé à Belmont. Était-il arrivé dans cet endroit? Et si oui, qu'avait-il découvert ici, en atteignant la base de la plus grande tour? Alfred remarqua une porte gravée de symboles qui lui étaient maintenant familiers. Les mêmes glyphes qu'il avait vus dans la crypte, sur l'anneau et dans les notes de Belmont. En approchant, la porte s'ouvrit silencieusement, révélant un intérieur baigné de lumière dorée. Il entra, et une fois à l'intérieur, la porte se referma doucement derrière lui. Les couvris étaient circulaires, avec un dôme qui semblait fait d'énergie pure. Des panneaux flottants de lui affichaient des images et des textes qu'il ne comprenait pas. Mais au centre, il y avait quelque chose qui le fit s'arrêter net. Un fauteuil en pierre blanche, orné de gravures complexes, et sur ce fauteuil, Belmont. Arthur Belmont était assis là, les yeux fermés. Il semblait en parfaite santé, son visage calme, presque méditatif. Mais il ne bougeait pas. Alfred, le cœur battant, s'approcha lentement. « Monsieur Belmont » appela-t-il doucement. Belmont ouvrit lentement les yeux et regarda Alfred. Un sourire triste éclaira son visage. « Alfred, vous avez réussi à me suivre. » Le majordome sentit ses genoux faiblir. Il était à la fois soulagé de le voir en vie et profondément troublé par l'étrangeté de la situation. « Où sommes-nous, monsieur ?» murmura Alfred. « Que s'est-il passé ?» Belmont se leva du fauteuil. Il semblait plus jeune, plus fort. Ses vêtements, bien que toujours élégants, avaient quelque chose d'étrangement intemporel. Il posa une main sur l'épaule d'Alfred. « Nous sommes dans un lieu où le temps et l'espace s'entrelacent, Alfred. Ce n'est ni notre monde, ni un autre. C'est un endroit entre les deux, un seuil. » Alfred fronça les sourcils. « Pourquoi? Êtes-vous parti si subitement? Pourquoi avoir laissé tant d'indices et ce parchemin et cet anneau ?» Belmont soupira, ses yeux se perdant un instant dans les motifs du dôme. « J'ai trouvé quelque chose, Alfred, quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Cet endroit, ce n'est pas qu'une légende, c'est une réalité. »
Et si je suis parti, c'est parce que ce que j'ai découvert ici peut changer tout ce que nous connaissons. Mais je ne pouvais pas simplement disparaître. Je devais être sûr que quelqu'un digne de confiance, quelqu'un comme vous, pourrait suivre mes pas si jamais je ne revenais pas. Alfred secoua la tête. Mais pourquoi? Pourquoi prendre ce risque? Belmont sourit. Parce que certaines vérités méritent d'être trouvées, même si elles nous dépassent. Mais maintenant que vous êtes ici, Alfred, je comprends que j'ai fait une erreur. J'aurais dû vous dire la vérité dès le début. Le majordome sentit son cœur se serrer. Monsieur, nous devons rentrer. Les gens vous cherchent. Ils pensent que vous êtes mort ou que quelque chose de terrible est arrivé. Belmont hocha la tête lentement. Je sais, et il est temps de rentrer. J'ai appris ce que je devais apprendre ici. Mais Alfred, il y a encore tant de choses que nous ne comprenons pas. Ce lieu doit rester un secret. Promettez-moi de ne jamais révéler à quiconque ce que vous avez vu. Alfred, bien qu'hésitant, hocha la tête. Je vous le promets, monsieur. Ensemble, ils quittèrent la tour, repassant par le portail doré. La lumière les enveloppa à nouveau, et en un instant, ils étaient de retour dans la crypte sous le pont effondré. L'air frais et humide de la pierre les entourait, et tout semblait redevenu normal. Alfred regarda Belmont. Il semblait inchangé, mais quelque chose dans son regard avait changé. Un poids invisible s'était levé. Le majordome se tourna vers lui. « Que va-t-il se passer maintenant, monsieur ?» Belmont lui adressa un sourire énigmatique. « Nous rentrons chez nous, Alfred. Mais une chose est certaine, la vie ne sera plus jamais la même. » Et avec ces mots, ils remontèrent les escaliers, laissant derrière eux le mystère du pont effondré et du passage qu'ils avaient découvert ensemble. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé ce moment de détente, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et d'activer la cloche pour être alerté des prochaines histoires. Votre soutien fait toute la différence et m'aide à continuer à partager ces instants avec vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure.